Salut Jérémy, Salut, ça va bien? très très bien. Ouais. Je suis ravi d'être dans vos locaux presque. Euh, je n'ai rien amené ce matin C'est pour parfait. lancer ce format sur Aventure Humaine. On va explorer votre aventure. Avant ça, avant de commencer et d'embarquer dans ce média que tu as créé il y a quelques années maintenant, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Écoute, avec plaisir. Merci pour l'invitation. J'ai écouté le format, j'avais déjà entendu des épisodes, mais pas du Pas de format celui-là. exactement. Donc, je viens d'écouter celui avec Silicon Carnet qui était hyper intéressant. Moi, j'ai commencé le podcast il y a 3 ans à peu près, au moment du Covid. Avant, j'étais étudiant en premier lieu où j'ai beaucoup aimé voyager. Ensuite, j'ai cherché des jobs qui me permettaient de voyager. Donc, j'ai travaillé en Ok. start-up, un job qui s'appelait Country Launcher. Donc, ça me Pour permettait lancer des pays, c'est ça? Exactement. Je lançais des pays pour une application qui s'appelait Milpal, un abonnement pour manger le midi. Donc, j'avais lancé Paris, j'ai lancé Singapour, Londres. Et ça m'a permis de voyager, de bosser mes compétences de sales. Mais c'était vraiment du sales, on dit sales commercial, mais c'était vraiment du porte-à-porte de restaurants. Ouais. Il fallait aller signer des partenariats et des deals avec eux. Et j'ai beaucoup aimé ça. Pour au final rentrer en France, terminer cette aventure de start-up et lancer un premier projet IMO en me disant bah, c'est peut-être la dernière fois que j'ai un CDI parce que j'ai très envie Profitons-en. d'entreprendre. Profitons de ça pour faire un projet idéalement rentable. Comme ça, j'ai un revenu. Parce on peut faire des projets très patrimoniaux en Hmm. immobilier qui te permettent de constituer un patrimoine, mais qui vont même peut-être te coûter de l'argent chaque mois. Et on peut faire des projets qui sont moins patrimoniaux, mais plus rentables et plus risqués aussi. C'est le cas notamment si tu achètes dans des plus petites villes ou si tu fais des systèmes d'exploitation comme la colocation, ce que On j'ai va fait. voir, ouais. On va voir que vraiment depuis, t'es devenu Exactement. expert. Et du coup j'ai acheté un appartement que j'ai transformé en colocation, et j'ai adoré faire ça. Ça m'a constitué ce petit coussin de sécurité, un petit salaire, un petit revenu passif pour entreprendre de manière un peu plus sereine. Et c'est là que, bon, au début, j'ai voulu faire de l'immobilier à plus grande échelle. Covid qui est arrivé, je me suis dit, ok, trouvons un truc un peu plus light. J'étais aussi passionné de podcast. Je me suis dit, allez, on fait un Tu en podcast. écoutais beaucoup? Ouais, j'en écoutais déjà. J'ai commencé, c'était principalement sur l'entrepreneuriat, les grands podcasts business qu'on connaît, Génération Do It Yourself, un podcast qui s'appelait non pas New York, Oui, à New We York. Are New York exactement que j'aimais beaucoup et ça me donnait vraiment envie d'entreprendre. J'avais l'impression de me former véritablement. Et du coup, je lance ce podcast et en même temps une activité pour aider les marques à lancer leur podcast. Alors, c'était pas vraiment aider les marques à lancer leur podcast de base, c'était aider les marques à transformer de l'écrit en audio. Donc, Ok. Echo Studio, tu vois, c'était l'écho. On s'était dit, bah, il y a des super marques qui ont des très très bons contenus écrits, blogs, livres blancs. On va les aider avec un réseau de voix off à transformer ce contenu en podcast. Ok. Et tu as fait donc les deux en parallèle. Voilà, c'est ça. Pendant cette période de Covid, de confinement. Exactement. Vraiment, ok. Voilà. Et la genèse de Ça fait un bail, c'est que tu voulais justement accéder un peu plus à ces experts ou à ce milieu, des interlocuteurs qui pouvaient te transmettre pas mal de choses, ou c'était pour partager, toi, cette aventure immobilière. Il y avait deux motivations. La première était hyper égoïste, on en parlait avant. Comme beaucoup de podcasteurs, je pense, c'est de se nourrir et de se nourrir des conseils des meilleurs entrepreneurs, investisseurs immobiliers français. Mhm. J'écoutais un podcast sur l'investissement immobilier, celui de Bruno Racco, que je salue et que j'ai eu sur le podcast récemment. Je suis couru après un moment et j'ai réussi à enfin l'avoir, qui avait en fait un podcast en 2018 sur ce sujet, qui s'est Il l'a arrêté arrêté depuis, ouais. et vraiment frustré de ne pas avoir plus de Mm. contenu. Il y avait 25 épisodes, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, bah, je reprends un peu le flambeau sans lui demander. Et parce qu'en fait, quand je prends une heure à écouter un de ces podcasts, bah, T'apprends des choses? l'enregistrer, ça me prendrait une heure aussi, Oui, presque. oui, oui. Un peu plus, en vérité, on s'en rend compte après. Mais et du coup, autant le produire. Et ça, c'était la première motivation. Ok. Et la deuxième,
je sais même pas si elle était plus ou moins importante, c'était d'être un laboratoire véritable, vu que on commençait à produire pour des marques, donc là plutôt vraiment du podcast narratif, donc des épisodes lus d'un blog ou un peu interprétés, et je voulais en apprendre un peu plus sur le podcast d'interview, que ce soit un labo de promotion, de diffusion, Pour tester et ensuite pouvoir proposer à des marques du podcast d'interview. Ok. Et je me suis rendu compte qu'en fait ça marchait beaucoup mieux sur les écoutes, les clients étaient beaucoup plus demandeurs de ce format-là, donc on a quasiment arrêté cette partie texte ou audio, et aujourd'hui on accompagne des marques plutôt sur lancer un show qui leur convient avec des invités, etc. D'ailleurs, tu t'es associé avec un autre podcasteur qui a fait à peu près la même chose que toi pour avoir son propre labo. À ce moment-là, Xavier, c'est ça? À ce moment-là, en effet, quand j'ai lancé ça, j'ai un groupe d'amis d'école avec qui on s'entend hyper bien. On part en vacances tous les ans ensemble. On a nos petits moments, etc. J'étais encore avec eux hier soir. Et quand j'ai lancé ça, je les consultais beaucoup. C'était mon board. Je leur envoyais mon premier logo, mon premier nom. Et au début, ils me répondent. Après, ça commence à les saouler d'avoir 10 questions par jour. Mais Xavier, il continuait tout le temps à répondre. Je sentais qu'il y avait un attrait un peu supérieur. et il s'avère Ça a fait mouche. Ça a fait mouche. Lui, il travaillait dans le recyclage plastique. Son boss, lui, il propose de manière presque forcée un nouveau job dans une petite ville en Pologne pour gérer une usine. Il se dit ok, bon là il y a un choix de vie. Là il y a un choix important. Je vais peut-être en profiter pour rejoindre Jérémy, et on a du coup créé. Enfin voilà, c'est mon cofondateur, il était là hyper early. Okay. Et c'est après du coup qu'il a lancé The Big Shift, podcast sur la transition écologique, en se disant ça sera un deuxième labo, et si toi tu as un podcast sur l'IMO, moi j'ai le droit d'avoir mon podcast moi aussi. Ça m'intéresse. Et c'est hyper bien parce qu'on a 2 podcasts avec des cibles très différentes. On teste des choses différentes, on a une croissance qui est assez similaire, tu vois. Je pense qu'il a quelques mois de moins que ça fait un bail, mais ça grandit bien. De manière organique, en fait, c'est hyper bien de pouvoir dire aux clients ça fait un bail, c'est pas un coup de chance en fait, parce que la méthode on l'a appliquée au moins 2 fois et ça a pris, et ça prend de manière assez similaire, quoi. Super. Voilà. Et donc comment tu as fait pour toi te lancer justement sur de l'interview? Oui, voilà. Est-ce que tu t'es formé, tu as appris des méthodes sur d'autres personnes, tu as contacté d'autres personnes, tu as acheté quoi comme matériel? Oui, alors j'ai assez peu. J'avoue que je me suis lancé assez rapidement. En mode start-up. Voilà, je voulais crash test un peu. J'ai un ami qui était dans la musique, tu vois, donc qui m'a fait des premiers conseils. Et en plus, il travaille chez Yamaha, Julien, que je salue. Donc il connaît très bien le matériel audio, vidéo, etc. Et il m'a conseillé sur les premiers outils. C'était plutôt des outils maintenant de plutôt musiciens. Musicos, quoi. Je l'ai encore face de moi, tu vois. C'est pas un vrai truc de podcast, mais ça marche très bien. Ça fait le job. Ça marche très bien. Et donc, on a démarré comme ça. Il avait une super voix. Mon pote Julien, il est chanteur dans un groupe de métal aussi à côté. Donc, il a une voix et une capacité à storyteller qui est assez forte. Et du coup, c'est lui qui faisait les premières voix aussi. On bossait pour, je sais pas, Send in Blue. On a bossé pour on faisait même des articles lus sans avoir signé de contrat pour essayer de hook. Oui. Et donc, tu vois, je me souviens On testait, ouais. Too Good To Go, ils avaient un super blog. Et Julien avait lu un article un peu recette de Too Good sur le gaspillage alimentaire, etc. Et ça faisait un super truc, tu vois. Ça faisait un vrai bon épisode, et on l'envoyait à Too Good To Go en disant voilà votre premier épisode, ça vous dit qu'on continue. Et du coup, on a démarré comme ça. Les interviews sur Ça fait un bail, en effet. J'ai contacté des premières personnes dans l'immobilier un peu au hasard sur LinkedIn. Je m'étais fait une liste, tu vois. Je pense que c'est la première chose que j'ai fait, c'est OK, voyons si j'ai suffisamment de sujets à traiter. J'ai pas envie de lancer un podcast de 20 épisodes, j'ai envie que ça dure. Et je me suis rendu compte que c'était infini. J'ai écrit les 50 premiers. 50 premiers, oui, ça suffit. Dit, bon, a priori, ça va. Et tu vois, aujourd'hui, on est à 105, 110 épisodes. Et en fait, il y a toujours plus de sujets. Et tu pourras au moins faire le double. Oui, sans problème. Sans problème. Donc, ça a été la première étape, je pense, pour se lancer. Est-ce que tu as fait des choix, on va dire, sans compromis? Je sais pas, on parle souvent du tutoiement, du vouvoiement, du zéro montage, du toujours enregistré en face à face. Est-ce que tu as fait des choses comme ça, des arbitrages comme ça? Ouais, complètement. Alors, je suis
j'ai toujours été très à l'aise avec le tutoiement et j'essaye au maximum de l'imposer et que ça se fasse dès le début de l'épisode. Je trouve ça plus sympa. Ouais. Le montage, j'ai appris sur le tas. Alors, je savais que c'était plus simple, en effet, s'il n'y avait pas de montage, et ça m'allait bien pour que ça soit une discussion complètement authentique. Là-dessus, j'ai suivi des conseils de Mathieu Stéphanie, qui à l'époque, quand je me suis lancé, j'avais pas vraiment de studio, etc. Et je lui avais envoyé un petit message. Il avait lancé un petit programme d'incubation, un truc qui n'a pas duré très longtemps. Et au final, en fait, il m'a donné les clés du bureau et il m'a dit. Je remercie encore Mathieu là-dessus. Que tu viens quand tu veux, le matin, le midi ou le soir, tu vas pas trop sur les heures du pleines. bureau, oui. Et tu peux enregistrer chez nous, ça te permet de te lancer. Donc vraiment, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Et du coup, j'ai beaucoup suivi les codes génération do it yourself, où je voyais qu'ils montaient pas, je comprenais bien la raison pour pouvoir produire chaque semaine. Donc j'ai commencé comme ça. Je me suis pris des petites claques. Quand j'ai commencé à tomber sur les premiers invités qui voulaient qu'on enlève ça, qu'on réenregistre, etc. Ah ouais. Et en fait, j'ai compris que je présentais pas la chose de la bonne manière. Tu vois, je leur laissais le choix. Tu vois, je leur disais du coup, je vais vous l'envoyer pour validation, etc. Ah oui, au début, c'est ça que tu as fait. Trop scolaire, tu vois. Ouais. Trop scolaire. Et aujourd'hui, tu leur dis, bon, très bien, ça sera diffusé. C'est en ligne. Le 12 mars. Tu peux le partager. Tu pourras le partager à ce moment-là. Et du coup, ils se posent même pas la question. Ils se posent pas de questions, voilà. Il y a un épisode que j'avais enregistré 2 fois. Donc, on a fait 3 enregistrements. Et même à la 3e, il m'a demandé de couper des choses, tu vois. Ah ouais. Et ça, c'est pas jouable. Pareil, on avait fait une seule fois l'erreur de l'envoyer en amont. Et je vois que sur un groupe WhatsApp, le fichier tourne alors qu'il n'est pas diffusé. Et là, je fais, on est en train de perdre des écoutes, quoi. Parce que ça part, c'est bon. Clair. Il n'y aura pas l'effet jour J diffusion. Donc, plus jamais envoyer et laisser le choix. Voilà, on a un conseil activable déjà sur cet épisode. soit ça passe, c'est OK. Soit l'épisode ne sort pas. C'est tout. Au pire. Oui, finalement, c'est ça. Et ça, c'est ce qui marche le mieux. Et le format et la régularité, tout de suite, tu t'es dit toutes les semaines. Et tu t'es dit quoi comme durée max? Oui, je crois que j'ai commencé toutes les 2 semaines, je crois. Et j'ai un peu alterné. De temps en temps, j'accélérais. Après, je repassais à 2 semaines en fonction de ma charge de travail. La bande passante. Exactement. Et du coup, je me suis rendu compte assez rapidement que plus t'en faisais, plus t'avais d'écoute. Et ça me plaisait bien. Donc, on est parti sur un format. Et maintenant, on se tient vraiment à un épisode par semaine. Et tu me demandais sur la durée. Est-ce qu'il y avait une limite? La durée, au début, je pensais aussi que voilà, c'est de l'immobilier, c'est technique, peut-être que les gens n'ont pas envie. C'était moins inspirationnel peut-être que d'autres sujets. Et du coup, je voulais me tenir à 45 minutes. Et au final, en fait, et c'est un conseil que je donne à ceux qui se lancent aussi, faut aller avec le flow. Si tu as une discussion intéressante en face de toi, continue 2 heures, 3 heures, 4 heures. Surtout, n'arrête pas. Et la personne qui est pas forcément moins intéressante, mais plus synthétique, ou tu fais le tour plus rapidement du sujet, tu feras un épisode d'une demi-heure. Et c'est pas grave, quoi. Et du coup, j'ai vraiment rapidement, je me suis dit, il n'y a pas de règle pour la durée et le format. Ok. Et toujours en face à face? Ou pendant cette grande période de Covid, confinement, tout ça, tu as dû faire et gérer à distance? J'ai toujours proposé en prio de le faire en présentiel, mais j'ai jamais fermé le distanciel. Donc j'étais à peu près sur un épisode sur 2. Okay. Et aujourd'hui, je suis peut-être à un peu moins. 8 sur 10 en présentiel, parce que je trouve ça vachement plus cool de rencontrer ces personnes. Et à chaque fois, c'est des belles rencontres. Tu vois, là, tu es venu à la maison, après on déj ensemble. Enfin, c'est beaucoup plus sympa, et c'est la magie du podcast, c'est aussi ça, quoi. C'est pas seulement combien tu vas faire d'écoute, quels conseils tu vas avoir dans cet épisode, mais c'est aussi qui t'a rencontré, qu'est-ce que tu vas faire par la suite avec ces personnes-là. Si tu fais 52 épisodes dans l'année, ça fait 52 rencontres. Ta vie va changer dans l'année. Ta vie va changer. Il va se passer un truc, tu vois. Ouais. C'est sûr qu'il va se passer un truc. Beaucoup plus que s'il y avait eu 52 épisodes de Netflix. Exactement, ça c'est une certitude. Et donc justement, ces 2 objectifs premiers que tu nous partageais tout à l'heure, ils ont été plus que remplis? Oui, ils ont été remplis. En tout cas, j'ai pas refait 10 investissements immobiliers comme j'aurais aimé faire.
parce que du coup, en tant qu'entrepreneur, après, c'est plus dur d'avoir un emprunt à la banque. Donc, j'ai quand même réussi à en refaire un. Ok. Une deuxième coloc. J'ai refait exactement la même chose, tu vois. Pour le coup, les conseils de mes invités, Si ça marche une fois, il faut faire ça 10 fois. c'était un peu ça. En fait, quand je leur présentais mon opération, même des personnes qui avaient 50 appartements, 150 appartements, 2000 appartements, ils me disaient: ah ouais, c'est vachement bon comme chiffre, ça a l'air sympa cette zone et tout. Et j'étais là, bah ouais, alors du coup, bah, je vais refaire au même endroit. Et, euh, et après, voilà, il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent avec des invités sur des projets qu'on peut faire ensemble. Donc là je discute potentiellement pour un domaine de mariage, tu vois, un grand lieu Ok. de la vieille pierre, un lieu hyper. Du On cherche patrimoine, ouais. un vrai truc du patrimoine qui soit abandonné pour transformer, mais c'est des centaines de milliers ou millions d'euros de travaux, truc que j'aurais pas pu Et faire faire seul. ça à plusieurs. Et faire ça à plusieurs avec des invités. Hmm. Ça, c'est. Enfin, Et c'est toi qui l'as lancé ça ou serait un kiff énorme. qui c'est qui a initié un petit peu? Ouais, c'est plutôt l'idée. moi sur cette partie domaine de mariage, Super. mais c'est pas encore acheté. Hein, tu vois, Ouais. on est sur la phase visite. Mhm. Et il y a potentiellement un projet qui naîtrait de ça. Et avec Et- combien d'invités? Pour T'as le moment, lancé on est deux juste. Juste Pour le deux. moment, on est Ok. deux, mais Ça suffit. ça dépendra. Tu vois, on tente à deux, Oui. on va voir les banques. Si ça suffit pas, Eh il y a ben, 80 personnes vous derrière ouvrez. Ouais. qui pourront aussi se joindre au projet. Et ça, Ouais. c'est super d'un point de vue. C'est un peu le NFT de l'IMO, quoi. Ouais, je sais pas si c'est Enfin, le NFT de Limo, ou du podcast, c'est un mais crowdfunding petit groupe, Ouais. tu vois, et avoir un lieu à 2 heures de Paris, au vert, où tu peux faire des énormes événements, tu vois, un événement IMO, un événement podcast, un événement quelconque, et peut-être et louer du coup. Donc là, c'est plutôt sur une stratégie de mariage le week-end, Hmm. où tu peux faire des belles rentabilités, mais ça demande un travail dingue, hein, mettre en oh, oui, place c'est ces choses-là. c'est une autre boîte. Hein. C'est une autre boîte, mais c'est des projets qui sont excitants. Ouais. Et, et j'ai toujours aimé faire des projets assez variés, donc entre l'immobilier, le podcast, l'entrepreneuriat, ça me plaît de me booker des demi-journées dans la semaine à faire un truc complètement différent. Ouais. Ça, C'est ça qui aère mon te cerveau, donne de quoi. l'énergie Ouais, ouais. Ouais, et de la créativité. exactement. Justement, est-ce que tu as mis en place des choses pour animer et la communauté, donc les auditeurs, et d'un autre côté, les invités? Alors, sur les auditeurs, oui, j'ai fait pas mal de choses. Bah, déjà, tout ce qu'on fait en termes de développement de réseaux sociaux, c'est un peu dans cette veine-là. Parce que le podcast, c'est quand même un média qui est vachement dans un sens, quoi. Tu t'enregistres avec ton invité, tu le balances aux auditeurs et ils n'ont aucun moyen de réponse. Ils peuvent te mettre des petits petites commentaires étoiles. sur Apple Podcast ou des petites étoiles, mais c'est vachement limité. Il n'y a aucune réaction à l'épisode. Du coup, le but d'Instagram au début, du Instagram, ça fait un bail, c'était vraiment ça, d'essayer que ça soit un espace de discussion, etc. C'est pas 100% réussi, tu vois, on a peut-être 3000 personnes qui nous suivent, mais on a 30 000 personnes qui nous écoutent, donc Oui. c'est dommage, tu vois. Il y a vraiment un énorme gap, mais ça commence à prendre. Là, on développe YouTube cette année, Ok. parce que là, YouTube, c'est encore plus activable. Il y a les commentaires en dessous de la vidéo, et je pense qu'il peut se passer des choses sympas en dessous de cette vidéo. Comme toi, tu le disais tout à l'heure, gérer de la vidéo et produire de la vidéo, c'est une autre charge de travail, c'est un autre investissement de temps et d'argent. Ça peut se faire en différé, c'est sûr. Mais ça peut se faire en effet en différé. Et du coup, donc YouTube serait aussi une plateforme qui permettrait ces échanges dans la commu. Il y a eu un Discord qui s'est lancé, je suis pas assez dessus, mais Ok. il s'y passe quand même des choses tous les jours. C'est toi qui as initié? Ouais, j'ai Ok. lancé un Discord, ça fait Ok. un bail. J'ai fait des salons, tu vois, sur différentes thématiques IMO. J'ai poussé les gens. Et il y a combien de personnes Il doit y avoir dedans 300 personnes peut-être. Et Ouais, donc le cœur de l'audience, quoi. ouais, c'est ça. Mais il y Très a engagé. 20 personnes qui Ok. discutent vraiment. Qui tu font vois. vraiment le. Voilà. Ce qui est déjà bien, tu vois. Ouais, C'est ouais. déjà cool Bah, bien qu'il se sûr. passe des trucs à 20 personnes. Mais j'ai pas encore trouvé, en effet, je pense, le truc optimal sur Faudrait cette peut-être que partie-là. tu pourrais peut-être demander de l'aide justement à l'un ou l'une de ces 20 personnes pour animer, pour prendre un peu plus le lead. C'est possible. Des fois, on a besoin d'aide. Au bout d'un moment, on peut pas tout faire et toutes les semaines produire et diffuser, être au rendez-vous et communiquer et en plus animer. Complètement. Et je me suis fait la fausse idée que ce groupe, il marcherait un peu tout seul, tu vois. Il se développerait, les gens, ils continueraient mais ça demande. En fait, j'ai réalisé que Discord,
c'était un canal comme Instagram Comme un réseau. ou un autre réseau. Il fallait qu'il y ait faut alimenter. Il fallait qu'il y ait un contenu un peu colonne vertébrale Hmm. qui soit diffusé, même si c'est qu'une fois par semaine, tu envoies de la valeur spécifique là-dessus. C'est ce qui fait que les gens ils viennent, ils reviennent et qu'ils interagissent avec ce contenu et après qu'ils créent un peu leur truc. Et ça, du coup, je l'ai appris un peu à mes dépens, quoi. Enfin, je l'ai appris par la suite. Par l'expérience. Par l'expérience. Et peut-être que Discord, c'est trop fermé, que les auditeurs, ils n'ont pas de compte Discord, ils n'ont pas l'habitude. Donc, peut-être un groupe Facebook, finalement, qu'on aurait dû faire, je ne sais pas. Et il y aura des nouvelles choses qui seront créées par la suite. Donc ça, c'est du côté auditeur. Et pour les invités. Côté invité, j'ai jamais vraiment rien fait. Enfin, je suis en one-one je garde contact avec beaucoup d'invités. C'est marrant parce que les invités qui sont passés sur les podcasts et tout, j'ai l'impression qu'ils me répondent beaucoup à l'audio. On se fait plein d'audio. WhatsApp, ça déborde. Ça déborde d'audio WhatsApp. Et ça, j'aime bien. Tu vois, du coup, on garde contact avec pas mal d'invités. En revanche, j'ai jamais vraiment créé un truc qui les rassemble, soit un groupe, soit même des événements. Objectif 2023 aussi, ça serait de faire un bel événement. Ça fait un bail à Paris probablement et de faire venir les invités, des auditeurs. Essayer pas de se faire le truc à 20 personnes, mais un vrai truc à 150 personnes. Ça serait sympa. Ça commence un peu à revenir et ça fait du bien. Ouais, carrément. Après un calme plat et beaucoup trop d'événements digitaux en ligne, là, ça va faire beaucoup de bien. Les apéros, on se souviendra des apéros Zoom. Les apéros Zoom, ouais. Et est-ce que tu as eu d'autres galères, d'autres anecdotes, d'autres péripéties, on va dire, dans les enregistrements? Est-ce que des personnes ne sont pas venues? Est-ce qu'il y a eu des gros fails d'enregistrement, des choses comme ça? Ouais, j'en ai eu. J'ai l'impression que tout le monde a au moins une fois le coup de l'épisode qui s'est pas enregistré. Donc moi, je l'ai eu avec Max, le collectionniste, qui a été hyper sympa et qui. Il l'a refait. Il l'a refait, mais il l'a pas refait tout de suite, tu vois. Il fallait laisser. On refait ça dans 6 mois, 1 an, parce que on vient de tout se raconter, ça aura perdu de son naturel, tu vois, si on refait le truc. Et c'était au début du podcast, et j'avais rarement, enfin, il est quand même fondateur, PDG d'une boîte de plus de 100 employés. Moi, j'étais assez honoré qu'il prenne ce temps. Ouais. Il finit en vélo sous la pluie et tout, je me souviens, tu vois, pour rajouter au truc. On fait un super épisode, on s'entend hyper bien. Je sors de cet épisode et je me dis, c'est le meilleur épisode que j'ai jamais enregistré, vraiment, tu vois, je suis trop content de cet échange. Et je suis allé le soir, je suis allé en terrasse et je me suis fait voler mon sac. Ah, ok. Avec la carte SD dedans. Ah, ok. Et depuis, les épisodes, ils partent dans le drive direct après l'épisode, après l'enregistrement. Et c'est mon petit rappel à chaque fois où je me dis, j'ai pas le temps, vas-y, je ferme, je le ferai plus tard. Et je me dis toujours, mais si l'ordi pète ou j'en sais rien, ça arrive. Non, ça part dans le drive tout de suite. Donc ça, c'était un fail. J'ai eu un autre fail, 100% ma faute, où j'avais invité Yann Darwin, qui est un influenceur, investisseur IMO hyper connu. Peut-être c'est celui qui avait la plus grosse commu à l'époque. Qui a été podcaster avec Business en bagnole. Exactement, et qui marchait hyper bien. Ouais. J'étais très content d'avoir Yann Darwin. Et concours de circonstances, je reçois un test Covid 20 minutes avant l'enregistrement. J'enregistrais au bureau. Et j'ai pas d'autre choix que de quitter le bureau. Je vais pas infecter tout le monde avec ça. Du coup, je suis un peu pris de panique. Je lui envoie le message. Peut-être j'aurais dû lui envoyer à ce moment-là. Je lui envoie pile au moment où ça doit démarrer. On annule le truc et il est hyper pris. Ouais. Il veut pas refaire. Voilà. Ouais. Donc je loupe une opportunité de dingue. Peut-être qu'un jour il entendra cet épisode. Yann, tu pourras le reprendre. Si tu veux réenregistrer, mais je crois qu'il a été un peu fâché dans son orgueil. et du coup, ça s'est pas fait. Ouais. Et ça m'a empêché de dormir le lendemain. Je me suis dit, putain, c'est vraiment un manque de professionnalisme. Et du coup, ça c'est un autre bon fail. C'est un autre bon fail du podcast. Après, tu sais, par expérience maintenant, à chaque fois qu'il y a eu une péripétie pour décaler des enregistrements ou ne pas les faire, ou ne plus arriver à les reprogrammer, c'est toujours parce que c'était pas aligné. C'était pas dans la ligne édito. C'est ce qu'on m'a dit, tu vois, quand j'en ai parlé à mon associé. C'est souvent comme ça. Il m'a dit, tu sais quoi, t'auras quelqu'un d'autre et ça se passera très bien. Et
et je suis assez aligné avec ça aussi. Et par contre, je suis bien d'accord. Des fois, quand tu enregistres et que, en fait, le fait de décaler, de mettre une temporalité vraiment plus éloignée, ça permet d'avoir au final plus de choses à se raconter, Exactement. à réenregistrer. Et souvent, la saveur est vraiment. La dynamique est bien mieux, quoi. Ouais, et l'épisode, le deuxième avec le Ouais. collectionniste, c'est super bien passé parce qu'on se connaissait Ah ouais, déjà. et déjà On ça avait de déjà, créer. tu passes rarement 2 heures à discuter avec ton invité avant d'engager le truc. Mhm. Et là, on l'avait fait, donc on avait plein de choses à se raconter de nouveau. Euh, C'était, non, en effet, finalement, bonne expérience, quoi. Ok, super. Et est-ce que tu as du coup aussi mis en place d'autres axes euh, pour financer, donc peut-être du sponsoring, des accompagnements, de l'infoproduit, des choses comme ça à l'intérieur du podcast? Ouais, le sponsoring est arrivé assez Sponsor. rapidement. Ok. J'ai la chance d'être sur un sujet qui est assez bankable Hmm. pour du sponsoring. Enfin, le ticket moyen dans l'immobilier, il est vachement élevé. Hmm. Donc, si tu arrives à envoyer un lead à une boîte sur de l'investissement locatif clé en main, Puis comme c'est pas de l'inspiration, en gros, ceux qui écoutent, c'est parce qu'ils c'est veulent ça. quelque chose. Ils sont pas là normalement par hasard. Voilà. Et la conversion, du coup, elle est dingue. On a un de nos sponsors qui est Bivouac, investissement locatif clé en main, qui signe sa peut-être quatrième campagne de sponsoring sur des bons niveaux d'écoute. Tu vois, on vend parfois des 100 000 écoutes, par exemple, Mhm. à Bivouac, donc en pré-roll, 1 minute sur le podcast. Donc ça sur 3 mois Ouais, exactement. à Et peu alors, près. on a un peu changé le format. Avant, on faisait des temps assez longs. Hmm. Et maintenant, on se C'est dit différent. qu'on se fait des petites campagnes de 2 semaines. Ouais. Et j'essaye de faire des petites campagnes de 2 semaines avec différents sponsors, de manière à ce que ce soit moins rébarbatif pour les auditeurs, que je puisse changer le message. Mm. Peut-être que dans 6 mois, mon sponsor, il a lancé une nouvelle offre, un nouveau produit, et on peut du coup changer complètement le message. Et c'est cool de pouvoir présenter un peu autre chose. Si tu vois 10 fois la même pub à la télé, t'es un peu, t'en as un peu marre, mais si c'est 10 fois... et d'ailleurs, ils le font. Un Tu vois, angle un petit peu différent McDo, ils ont une pub pour leur Sunday, une pub pour leur Big Mac, une pub pour pour leur le machin. petit-déj, C'est ça, et du coup, bah, ça crée une petite série, quoi. Donc finalement, on le vend comme ça ne demande pas beaucoup plus de travail, et pour le coup, ça a un meilleur impact, et plus de... Peut-être qu'en janvier, tu n'es pas prêt à faire un investissement immobilier, mais en septembre, tu le seras. Donc du coup, sur cette même campagne, du coup, tu peux aller toucher la personne à deux moments différents. Et du coup, on a démarré assez rapidement. Au début, on le faisait au temps et pas au nombre d'écoutes parce que on faisait tellement peu d'écoutes que ça n'avait pas trop de sens. c'était forfaitisé et maintenant c'est plutôt Voilà, au CPM, aux exactement. 1000 écoutes. Avec un CPM qui est assez élevé. On est autour de 100 euros le CPM. Ouais. Parce que c'est qualifié. C'est ça. Et parfois j'ai fait des campagnes à 80, parfois à 150, 200. Ça dépend vraiment de la manière et de ce qu'on propose en plus aussi. Je propose aussi de plus en plus de vidéos, une petite vidéo TikTok, réel Instagram ou des posts LinkedIn. C'est devenu un pack un peu média en plus des écoutes. Et ça plaît. C'est du contenu créé pour le sponsor qui n'a pas l'habitude de créer. Ils sont souvent hyper contents. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, le podcast se rapproche des 60 000 écoutes par mois. Ok. Et je vends quasiment toutes les écoutes. Ok. Voilà. Donc, et ça représente combien de partenaires à l'année? Tu vas en chercher 10, à peu près 12, 5-6. 5-6. Ouais, 5-6. J'essaye de. Avant, justement, j'avais beaucoup de. Allez, on fait un test sur 20 000 écoutes. Et j'ai un peu arrêté ça. Je pense que c'est juste d'un point de vue commercial. Il faut prendre confiance en son produit. Ouais. Et maintenant, voilà, je vous vends un pack de 100 000 écoutes. Et c'est toi qui les approches? Ouais. Encore aujourd'hui? Ouais. Alors, je dis c'est moi qui les approche. En tout cas, je passe pas par une régie. Ok. Mais c'est soit des anciens auditeurs, des anciens invités ou auditeurs, pardon. Ou auditeurs. Mais j'avais invité en tête, en effet. Ça arrive assez souvent. Ok. Qui vont me contacter ou que je vais contacter. Soit en effet des demandes entrantes ou des boîtes produits que j'utilise au quotidien ou que j'adore. Et ça, c'est tellement bien de pouvoir faire la pub pour un produit que tu utilises vraiment parce que
Tu amplifies naturellement ce que tu T'es pas dans aurais fait. C'est tu tout. n'as même pas à réfléchir aux arguments, c'est l'argument que tu donnes à tes potes en mode Ouais. mais pourquoi t'as pas encore ouvert ton PER chez machin parce que moi je l'ai fait, j'ai fait tant d'économies machin et t'as juste à raconter ça 1 minute au début de l'épisode et ça a un impact qui est beaucoup plus fort et on a des sponsors qui sur des tickets tu vois un investissement locatif clé en main c'est 300 000 euros peut-être la Ouais. moyenne qui font 30 leads par mois qui viennent de ça fait un bail. Comment vous le mesurez ça? Il y a un lien ou il y a Très bonne question. où il y a un coucou, je viens de la part Ouais. de. C'est une bonne question et on a eu aussi des campagnes qui ont pas converti. J'ai jamais eu de sponsor pas content. Ouais. Mais j'ai eu des sponsors qui m'ont dit franchement j'ai du mal à mesurer. Et c'est une vérité. Et ça arrive. Évidemment, c'est du son. On fait autre chose pendant qu'on écoute, mais potentiellement ça rentre dans la tête. Et 4 mois, 6 mois, 1 an après, effectivement, on a eu cette découverte par le podcast, mais ils sont devenus clients directement Exactement. Et sur Facebook ou Google. Quoi. Et 6 mois après, ils vont pas rechercher le lien pour C'est cliquer dans la description ou rechercher le code Pas forcément. pour le taper. Est-ce que le code il est encore actif d'ailleurs 6 mois après ta campagne? Enfin, souvent non d'ailleurs. Et du coup, ça c'est assez difficile à traquer. Là, le truc qui marche le mieux, notamment ce qu'on fait avec Bivouac, c'est qu'ils ont mis dans leur formulaire d'inscription d'où vous nous connaissez et il y a une case ça fait un bail. Très clair. Parfait. Et ils ont d'autres podcasts avec qui ils travaillent. Donc il y a ça fait un bail, la martingale, le machin. Et ils savent. Et du coup, c'est vraiment la personne qui souscrit, le client, le prospect, qui va décider qu'est-ce qui m'a le plus poussé en fait, quel message a été le plus fort pour moi. Il va voir tous ces podcasts, il a potentiellement entendu plusieurs d'entre eux. Il va se dire non, c'est vraiment chez ça fait un bail que c'est le premier. Décidé. Et ça, allez, je lui donne à lui. Et ça c'est hyper plaisant parce que je gagne rien à la conversion avec ce sponsor. Par contre, c'est pas des plans. On peut faire des plans comme ça aussi. Et ça, du coup, je trouve que ça traque bien la réussite d'une campagne. Ok, bon, très clair. Et tu as testé d'autres choses pour financer? Est-ce que toi, tu te mets un peu plus en avant si tu fais d'autres aventures et si tu mets les mains un petit peu plus dans le cambouis autour de l'immobilier? Est-ce que Oui, alors ça m'a permis quand même de lancer des choses, tu vois. J'ai pas, alors, en fait, naturellement, vu que j'ai une agence de production de podcasts, on aide des gens à se former, on forme des gens pour se lancer, pardon. Ouais. On aide des marques à lancer leur podcast. Donc, naturellement, déjà, c'est une manière pour l'agence de trouver des clients. Donc, c'est déjà un revenu complémentaire. Tu arrives à savoir s'ils viennent parce qu'ils ont commencé à écouter? Oui, très facilement. Très facilement, parce que quand tu discutes avec le prospect entrant qui t'a appelé, tu lui demandes et il te dit bah, je suis auditeur de ça fait 6 mois que je t'écoute. The Big Shift, ça fait un bail. Et c'est tellement plus simple, en effet, de démarrer une relation commerciale avec quelqu'un qui t'a écouté déjà pendant 10 heures dans sa voiture. Minimum 10 heures. Minimum 10 heures. Et on se rend compte que les auditeurs, ils écoutent tous les épisodes. Vraiment, je pense que 80% des gens qui écoutent Ça fait un bail écoutent peut-être 80% des épisodes. Tu sais. Ça doit être quelque chose comme ça à la louche. Et du coup, tu peux plus mentir, en fait. Non, ils te connaissent très très bien. Ils te connaissent très bien. T'as plus le choix. T'as plus de choix que d'être transparent avec eux et de donner les vrais avis. Tu vas pas leur dire ah mais oui ça c'est super, tu devrais faire ça parce que tu sais que c'est ce qui va lui plaire. Non, il sait très bien que si tu lui mens ou pas. Ouais. Donc ça c'est un vrai moyen. Et après ce qui me permet aussi de développer des revenus, c'est des choses que je vais lancer avec les conseils de mes invités. Donc j'ai acheté une voiture par exemple pour la mettre en location sur Gatorade. Par rapport à Johan. Ouais, par rapport à Johan. Johan Lopez. Exactement, je l'ai eu sur le podcast. Et je me suis dit, vas-y, je teste, tu vois. Donc j'ai acheté la voiture, ça fait un bail. Je l'ai dit sur LinkedIn, allez, j'achète pas. Ils m'ont dit, allez, t'achètes. J'ai acheté une voiture, 8 000 €, je l'ai mis en loc. Et c'est rentable? C'est rentable, c'est hyper rentable. Jusqu'à ce que je doive changer mon embrayage. Mais ça, c'est c'est un autre sujet. C'est hyper risqué comme invest, si tu réfléchis juste aux chiffres. Mais c'est très rentable. C'est très rentable. Tu peux faire 50% de renta, mais tu peux perdre tout ton investissement du jour au lendemain aussi. Ou avoir des grosses périodes d'immobilisation de ta voiture où tu n'as rien qui rentre. Moi, je m'y retrouve parce que du coup, c'est une voiture que je peux utiliser et de temps en temps, c'est vachement pratique
Avant, je mettais 1h30 pour aller chez mes parents. Maintenant, je mets 40 minutes. Ouais. Rien que ça, déjà, ça rentabilise C'est plus simple. ce truc. Voilà. Attends, tu en fais des découvertes. Ouais, non, clairement. Alors, parfois, c'est un peu relou hein, d'aller nettoyer la voiture à minuit parce qu'on a oublié qu'on avait une location demain et qu'en fait, elle est crade. Mais c'est pareil pour faire de la loc ou de Exactement. ou de l'investissement. Mais avec l'investissement, tu le fais pour, tu vois, sur une coloc, on peut rentrer 2500 € par mois. Avec la voiture, tu vas rentrer 500 €. Et ça demande quand même plus de travail, je pense, la voiture que la coloc. Donc, d'un point de vue temps demandé, tu vois, c'est aussi, on parle beaucoup dans les épisodes de Ça fait un bail du taux de sérénité qu'on met à côté du taux de rentabilité. Et on essaye toujours d'avoir un bon ratio taux de renta, taux de risque et taux de sérénité, tu vois. Ouais. Et avec la voiture, t'es un peu en stress permanent. Dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Il vaut mieux des fois couper quelques lignes, quelques clients, quelques accompagnements qui sont pas assez sains. Exactement. Et c'est pareil. Et aujourd'hui, ça fait un bail. Tu y passes combien de temps par semaine? J'y passe une journée, je pense. Okay. Une journée par semaine. Et j'ai un alternant, Valentin, que je salue, qui fait du contenu aussi. Il doit y passer aussi une journée sur la partie communication, sur les réseaux sociaux, etc. Donc voilà, on peut dire peut-être 2 jours de travail sur ce podcast. Qu'est-ce qui te prend le plus de temps? C'est d'enregistrer, c'est de trouver les invités, c'est de les relancer, ou c'est toute la post-prod? Écoute, non, la post-prod, du coup, c'est assez rodé maintenant. Je crois que ce qui me prend le plus de temps, c'est l'animation un peu des réseaux, et c'est une forme à la fois de charge mentale, d'ego trip aussi, tu vois, d'aller répondre à tous les commentaires, de consulter 15 fois combien tu as fait d'écoutes, de vues sur ce nouveau TikTok réel, etc. Sur ce post, je suis un peu honteux de dire que c'est ça qui me prend le plus de temps, mais je crois que c'est ça, honnêtement. Et à côté, la préparation des épisodes, c'est 1 à 2 heures. L'enregistrement, 1 à 2 heures aussi. Et je sais pas, j'arrive même pas à le compter comme du travail, en fait, cette partie-là. Parce que vraiment... c'est ce qui te nourrit. C'est très, très rare que j'arrive un peu où je me dise « Ah, j'ai encore un épisode à enregistrer ». Je crois que ça n'est jamais arrivé, en fait. C'est jamais arrivé, donc du coup, tu comptes pas trop, quoi. Et toutes les semaines, tu fais ça? Il n'y a pas de pause dans l'année? Il n'y a pas de pause. On essaye. Tu vois, je suis parti en vacances. Ça faisait longtemps que je ne suis pas parti en vacances. Donc je suis parti 2 semaines en Inde et au Sri Lanka. Et j'ai dû mettre une rediffusion parce que je n'avais pas mis fait assez d'épisodes d'avance. Mais non, je pense qu'il y a au moins 50 épisodes par an qui sont diffusés. Et justement, tu te prends tu as combien d'épisodes d'avance? J'aime bien avoir au moins 2-3 épisodes d'avance. Okay. J'ai eu des périodes où j'en avais 6-7, ça a dû arriver 2 fois. Mais je suis plus souvent à me retrouver à courir derrière un invité. En flux tendu. Je suis plutôt en flux tendu. Okay. Et depuis que c'est plus moi... En fait, le flux tendu, il est possible quand c'est toi qui gères tout. Si c'est toi qui fais ta post-prod, tu fais ton truc, parce que de toute façon... S'il y a 2-3 personnes après, derrière, dans les étapes, tu es obligé d'avoir... c'est exactement ça. 4, 5, 6 semaines. Voilà, donc c'est assez étonnant, mais c'est un peu même contre-intuitif de se dire plus il y a de personnes sur le projet, plus ça va prendre du temps. En tout cas, le temps du projet va être étalé parce que... à 22h, on gère pas la post-prod. Sauf si c'est toi qui le fais. Voilà. Ou là, en plus, moi, je diffuse le dimanche matin. Donc, il y a eu des samedis soirs où j'étais sur ma post-prod, ma rédaction de description. Et ça passe. Aujourd'hui, il faut que j'envoie l'épisode à Valentin le mercredi pour qu'il ait 2 jours pour bosser dessus. Et vu que c'est un alternant, s'il est à l'école, il faut que ça soit une semaine avant. La semaine avant. Donc, du coup, naturellement, il faut au moins 2 épisodes d'avance. Donc, tu planifies un peu plus. C'est ça. Et justement, quelle est ta vision du podcasting aujourd'hui en France? Est-ce que tu as une vision macro à nous partager? Écoute, je continue à voir que c'est un média qui se développe et le boom du podcast n'est pas fini. En tout cas, sur les écoutes, sur la création de podcasts, je crois que ça s'est un peu calmé. Il y a eu énormément de podcasts créés et là, les gens reviennent à la raison. Il y en a très, très, très peu qui ont dépassé les 100 épisodes.
Ouais, et je crois que même il y a une part majoritaire des podcasts qui n'ont pas 3 épisodes. Je me C'est souviens ça. plus de la stat, mais Alors que Apple Podcast, pour être référencé notamment, demande 3 épisodes. ouais, exactement. Bon, on peut gruger un peu, mais Ouais. euh, c'est fou. Du coup, je pense que ça a un bel avenir. Ça a vraiment un bel avenir, le podcast. Le podcast vidéo, d'autant plus. J'ai l'impression que c'est de plus en plus simple. Alors, ça demande beaucoup du travail, mais c'est quand même simple. Là, on essaye de filmer l'épisode juste avec un iPhone et un trépied. Donc, ton iPhone, tu l'as. Si tu t'investis dans un bon téléphone à quand même 800 ou 1000 euros, un trépied à 30 euros, et tu peux déjà faire de la vidéo pour des réels et du TikTok. Je me suis rendu compte que ça avait un impact. Je pense j'ai un TikTok qui a peut-être mon 3e ou 4e que j'ai publié, qui a fait presque 2 millions de vues et qui m'a rapporté un bon peut-être 1000 auditeurs. Et du coup, ça a un vrai impact, parce qu'aller chercher 1000 auditeurs dans le podcast, c'est pas rien. C'est beaucoup. C'est pas rien. Et là, tu le fais en une vidéo Ouais. que j'avais déjà produit pour Instagram. En plus, c'était juste un repost. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc je pense que le podcast vidéo va de plus en plus se développer et se professionnaliser, avec des gens qui vont investir sur du très gros matos, sur des plateaux télé, sur des studios bien fichus, peut-être à partager entre podcasteurs, etc., pour qu'on arrive au niveau de ce qui se fait à la télé. Ça se fait déjà, tu vois. J'ai l'impression que YouTube, les gros YouTubeurs, créateurs YouTube, ils se rapprochent des prods télé. Des énormes budgets pour produire une vidéo. On parle de dizaines de milliers d'euros, centaines de milliers d'euros sur la F1 avec c'est la F3 avec Squeezie, et j'ai l'impression que le podcast se rapproche, monte aussi en gamme. Il faut monter le niveau, quoi. Exactement. Ouais. Donc là-dessus, ça se professionnalise, et c'est normal. C'était vraiment un truc de petits créateurs, et on va y avoir de plus en plus de podcasts très pros. Maintenant, c'est pas les podcasts les plus pros qui marchent le mieux. J'ai vu des podcasts avec des énormes prods sans donner de nom, et je sais qu'ils sont pas écoutés, en fait. C'est dur parce qu'on voit pas le nombre d'écoutes sur les podcasts. Il faut qu'on soit dans les coulisses pour comprendre tout ça. Dans les coulisses pour savoir. mais tu le vois au moins avec le nombre de notes et commentaires sur Apple Podcast. Et quand tu vois un podcast où tu entends une super prod audio, en fait, même des deals sur lesquels je devais accompagner cette marque, finalement elle est accompagnée par quelqu'un d'autre, et tu entends le truc et tu te dis mais quel dommage, quoi. C'est un épisode qui a dû coûter 15 000 euros, et je pense pas qu'il y ait eu 150 écoutes, quoi. C'est fou. Ça, c'est vraiment, je trouve ça un peu triste pour le coup. Parce que en plus c'est difficilement récupérable si la boîte a fait cet investissement et que normalement il n'y a rien eu derrière, ils vont pas accorder, ils vont douter du médium. C'est ça. Et non de l'accompagnateur. C'est hyper dur, tu vois. Toi aussi, tu t'aides des marques à lancer des podcasts, mais quand tu tombes sur une marque qui a déjà fait une tentative de podcast, au début, je pensais que ça serait un super. Tu vois, je me suis dit, vas-y, je vais cibler des marques qui ont arrêté, comme ça, elles ont déjà un peu cette expérience et tout. Et j'ai jamais réussi à remettre le pied à l'étrier. C'est des grosses codes, là. Parce que c'est vraiment compliqué. Et donc, du coup, oui, pour continuer sur cette question un peu de vision du podcast, il y a cette authenticité et régularité qui prônera toujours. Et c'est ce qu'on essaye, tu vois, avec nos clients, de pousser. Quand on fait de la vidéo, on leur ramène pas le norme matos vidéo, etc. On produit de la vidéo iPhone pour nos clients. C'est un peu bizarre, mais c'est ça qui marche. C'est ça qui marche. Vertical, facile. Exactement. Cadré, hop. Et on les onboard au maximum pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes. Ouais. Donc tu vois, on se déplace le moins possible chez nos clients. On va se déplacer sur les 2 premiers épisodes pour leur montrer, etc., pour les mettre en confiance. Et après, le matos, il est installé chez eux. Ils ont leur petit studio qui est là. Ça leur rappelle un peu tout le temps qu'il faut créer. Et nous, ensuite, on récupère ces fichiers plutôt, et on produit pour eux. Et là, il y a des techniques de distribution, de promotion. Maintenant, on est rodé sur ces choses-là. Même des automatisations de messages à pousser à des gens de ta communauté ou qui pourraient aimer ton podcast. Tout ça, ça permet de donner des petits coups de pied aux fesses à ton podcast pour qu'il démarre, quoi. Des rappels. Exactement. C'est ça. Et justement, qu'est-ce qui a eu le plus d'impact pour atteindre ces 60 000 écoutes par mois? Ça peut paraître un peu bête, mais je pense que c'est avant tout le bouche à oreille.
Ok. C'est avant tout le bouche à oreille et des gens qui se passent le Et mot. tu l'as demandé? Tu l'as activé, ce bouche-oreille? Tu l'actives avec des messages, je le fais pas assez. Je le fais pas assez. J'écoute de temps en temps des podcasts américains, eux ils sont trop forts pour ça. Il y a un call to action tous les 5 minutes de aller partager. Il doit y aller avoir un dessus, post-it là, à C'est côté vrai, du micro. Je sais pas s'ils ont raison ou pas, parce que d'un côté, je trouve ça un peu poussif, mais de l'autre côté, ça aide vraiment à faire découvrir le podcast. Donc oui, je pousse les gens à aller en parler autour d'eux, à aller mettre une note avec le téléphone de leur femme, copain, copine, s'ils n'ont pas d'iPhone. Donc tout ça, on pousse à le faire. Donc ça, c'est le premier axe. Et c'est pas une croissance qui se fait. Il y a des paliers. Il y a des paliers, exactement. Ça C'est va être pas, 2-3 mois de flat et hop, une marche. 2-3 mois de flat, hop, une marche. Mais ensuite, quand tu dézoomes, Par contre, c'est hyper construit, linéaire, quoi. C'est hyper linéaire. Il y a Et jamais. c'est solide. Ouais. Il y a jamais un mois qui Normalement, il n'y a tombe. pas de... Boum. Si tu lances un YouTube, tu peux te retrouver avec un mois à 100 000 vues, un mois à 10 000. Pour le moment, j'ai pas vécu ça. J'ai une croissance. On a fait les calculs hier, en plus avec mon alternant, j'ai une croissance de 12% en moyenne par mois. Depuis lycée, le début, lycée, nickel. lycée, et c'est entre 0% et 25%. Ok. Et ça varie. Et ça fait 2 ans et demi que c'est comme ça. Ok. Donc c'est hyper cool. Tu te dis que c'est marrant parce que j'ai toujours voulu créer une boîte, une startup tech, un truc, un logiciel, un truc qui reste en me disant ensuite je peux, Du soft. je peux partir ou le revendre et c'est un truc qui continuera à vivre sans moi, etc. Enfin, créer un asset, tu vois. Un actif, ouais. Un vrai actif en comparaison avec une agence peut-être. Où, bon, tu crées quand même une équipe, etc. Mais c'est peut-être une méthode, une marque. plus lié à ce que tu fais toi. Et je pensais pas en créant le podcast c'est un actif. C'est un véritable catalogue de contenu. Est-ce qu'il est vraiment transférable ou est-ce qu'on peut vraiment le vendre? Moins sûr, mais c'est quand même un truc où j'ai aucune crainte sur le fait que demain les écoutes elles tombent. Ouais. Je vois pas ce qui pourrait arriver. Peut-être un énorme bad buzz si je faisais n'importe quoi. Et encore, je crois que ça amènerait d'autres personnes et puis ça changerait le truc. Mais tant que tu continues à produire, ça grandit et quand tu dézoomes, on parlait de croissance, c'est une exponentielle, c'est pas une ligne. Ouais. Donc tu te dis où est-ce que ça va aller. Justement, c'est quoi l'avenir? C'est quoi le futur que tu vois derrière Ça fait un bail? J'aimerais beaucoup que ça passe d'un podcast à un média, un vrai média sur l'immobilier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des études, ça veut dire d'autres types de contenus, ça veut dire quoi? Ouais, quand on regarde ce qui existe en termes de médias immobiliers, tout le monde s'intéresse à l'immobilier, tout particulièrement en France, les gens aiment beaucoup ça. Ouais, la pierre. Et Encore en plus dans des périodes en dents de scie ou un peu plus incertaines. Exactement. Et la presse spécialisée sur l'immobilier est hyper vieillotte. C'est vraiment. Ils font que des classements par ville. Ça donne pas envie, c'est des classements par ville. T'as quand même des Figaro immobiliers, etc., qui arrivent à faire des trucs un petit peu plus. Un peu plus modernes, mais ça prend pas. La vérité, c'est que ça marche pas très bien. J'ai l'impression que ce serait hyper cool d'avoir un média sur l'immobilier. Soit ça fait un bail, soit c'est un collectif peut-être de personnes autour de l'immobilier. Et tu crées le média numéro 1 sur l'immobilier avec. Parce que moi, je parle d'investissement, mais finalement, tu peux avoir quelqu'un qui va parler au mandataire immobilier, sur la transaction. Tu en as qui peuvent parler de gestion, de transmission, de fiscalité. Enfin, il pourrait y avoir même ces différents pôles. La pierre papier avec les SCPI, etc. Donc ça serait vraiment, vraiment chouette. Donc, ça passe par quoi? Aujourd'hui, je le fais avec ma marque, ça fait un bail. Donc, un nouveau site internet avec probablement des articles un peu plus construits. Quand j'apprends un truc cool sur un épisode. Des guides. Voilà. Quand j'apprends un truc cool sur un épisode, je vais peut-être en faire un article. Est-ce que j'arriverai à ranker en SEO cet article? On verra. SEO ou newsletter? Tu as mis ça en place? Newsletter, j'en ai eu une un moment que j'ai un peu lâché. Mais pareil, je pense que. Je sais pas quel est ton avis, toi, sur la newsletter ou les rappels email pour tes épisodes. Tu le fais, toi? On le fait pas spécialement pour Aventure Humaine. Non. Mais je pense que si tu veux commencer à lancer un média, je pense que tu peux commencer à justement tester de la valeur que tu peux délivrer par mail. Oui, complètement. Et
je suis assez. Donc, un des objectifs de l'année. En fait, pour répondre à ta Ouais. question, je trouve ça un peu débile de pousser juste une newsletter avec coucou, on est Ouais. dimanche, c'est l'épisode. Je suis d'accord. Il faut qu'il y ait autre chose. On avait commencé à le faire, tu vois, avec mon équipe de l'année dernière, où on mettait un peu la villa ou la maison ou l'offre du mois. On mettait quand même l'épisode qu'on faisait sortir, un conseil ou une ressource intéressante. Ouais. Mais ça, je pense qu'il n'y avait pas assez de monde. Tu vois, j'avais à peu près 1000 personnes sur la newsletter. Et je me Il dis- faut, je me disais faut ça pousser. faisait beaucoup de travail sur 1000 personnes. J'avais à peu près 50% de taux d'écoute, ça faisait 500 personnes. C'est bien. J'avais Le l'impression taux d'ouverture, Ouais, c'est c'était bien. cool C'est pour le très, taux très bien. d'ouverture. Mais du coup, je trouvais que tu vois, j'avais Ouais. plus d'impact avec un épisode Bien sûr. qu'avec la newsletter. Et du coup, j'ai un peu arrêté. Mais je pense que ça va revenir. Et après, il faudrait peut-être demander justement à ceux qui ont été sur la newsletter et du Discord la marche d'après. Ouais. Le fonctionnement, le produit, le contenu qu'ils attendent pour aller plus loin, pour toujours apporter une valeur, une brique supplémentaire. Complètement. S'il y a des auditeurs ici qui veulent venir en discuter, je l'ai fait un petit peu. J'ai ouvert un Calendly en début d'année Ouais. que j'ai mis sur un épisode en description. Et j'ai dit, bah, venez, je prends un call d'une demi-heure. Donc, j'ai fait 10 calls avec 10 personnes. C'est bien, c'est bien. Et, Ils t'ont donné de ils la m'ont donné matière. des choses intéressantes, ouais. Ils m'ont donné des choses intéressantes et le truc qui est revenu le plus, c'est on veut de la méthode très précise sur comment se lancer en 2023. J'avais un peu l'impression qu'ils voulaient tu vois, suivre le parcours d'une personne qui investit vraiment Ils veulent le template. de A à Z. Le Pour aller template. voir une banque, pour aller voir. C'est ça. Donc peut-être que, tu vois, mais ça ressemble toujours trop à une formation et il y a tellement de personnes qui vendent des formations sur l'immobilier. Donc je pense que si je le fais, si je fais vraiment un truc un peu templatisé, Fais-le en groupe. ça serait un truc un peu Fais-le communautaire. un petit peu en bootcamp. Et moi j'aimerais bien que ce soit gratuit. En fait, j'aime ce côté gratuit du podcast et Ouais. j'ai l'impression qu'on a mis tellement de valeur dans ce... Par Oh, contre, tu prends un pourcentage de chaque achat. Et il faudra trouver un moyen, tu vois. Et moi, j'aime beaucoup cette partie sponsoring. Ouais. Je trouve ça génial. C'est faire. C'est vraiment faire quand tu nickel. choisis bien tes sponsors. Donc peut-être que demain, si on fait une méga formation IMO, qu'elle est gratuite, enfin peut-être un pied de nez à tous ceux qui la vendent à 2000 ou 5000 balles, et on lance ce truc-là, mais par contre, on est accompagné par des sponsors. Il y a pas mal de renvois, tu vois. Ouais, tu peux peut-être vers aller voir vers beaucoup des de partenaires. Et ça se trouve, c'est un autre modèle, tu vois. C'est pas le client qui paye directement, c'est plutôt les sponsors. Et tu as une formation IMO gratuite qui est disponible. Je pense que ça ferait un peu de bruit, Ok. ça serait marrant. Ah, super. Nickel. De quoi aurais-tu besoin justement pour cette année mettre tout ça en place? Ou continuer, ou développer encore plus? Écoute, pas besoin de grand chose à part la motivation de continuer, et ça je l'ai, et avoir des invités toujours plus qualitatifs. On peut t'envoyer des Oui, sans problème. des recommandations? Je le pousse au max. Ok. Souvent, les épisodes que j'enregistre, c'est sur des recommandations d'invités, plutôt des recommandations de sujets, et après, je dois trouver la bonne personne Ok. pour en parler. Mais c'est un message que j'envoie à quasi toutes les personnes qui s'abonnent sur Instagram, d'où tu nous as connus, et si tu as des sujets qui t'intéressent, fais-le moi savoir. Donc ça, c'est la première chose. Et oui, et en effet, un endroit où je puisse vraiment communiquer de manière assez directe avec les gens. Peut-être que ça sera un plus gros Instagram, peut-être que ça sera une base d'email. Je me dis que demain, si justement il y a une formation IMO gratuite et que j'arrive à prendre 10 000 emails et que j'arrive à communiquer de manière plus directe avec ces personnes, ça aura une valeur importante. Tu vois, on parlait même de conversion avec les sponsors. Si tu t'arrives à pousser ce code promo pour une belle offre et que tu l'envoies en email, là, tu dois changer un peu le game du sponsoring de podcast, qui aujourd'hui se base principalement sur les 1000 écoutes. les Ouais. écoutes, et la personne qui court, qui est en train de faire son sport, qui va pas aller rentrer un code ou sortir son appli pour acheter un appartement tout de suite. Donc je pense que ouais, c'est ce qui manque probablement. C'est un truc un peu actionnable comme ça. Ok. Comme ça. Et dans l'équipe, c'est bon, t'as suffisamment ce qu'il faut? Dans l'équipe, on est bien. Ouais, dans l'équipe, on est bien, et on apprend les codes des différents réseaux sociaux aussi. Ouais.
Et ça, c'est chouette. Ça change très vite et très régulièrement. Euh, parfois, je me demande si je fais pas trop de plateformes différentes. Mais En même temps, c'est opération partout, je crois. Hein. c'est ça. Et YouTube, je m'intéresse beaucoup à YouTube. J'aimerais beaucoup que le YouTube il grandisse. Si les gens ils veulent suivre un parcours d'investisseur, et bah, ça serait vraiment cool de le faire en filmant quelqu'un qui cherche ses premières annonces, qui appelle ses premiers agents IMO, Ah oui, qui va faire du sa coup, ça, première c'est une visite. série. Ça serait un peu une petite série, tu vois. Un Exactement. sous-format, un format en tout cas Voilà, c'est ça. Ça, différent, à part. C'est ce qui m'a été demandé. Sur une série, Ouais. sur un suivi, quoi. Exactement. Ok. Et ça, il y a un vrai engouement. Tu vois, il y a la série qui est passée sur Netflix, L'Agence, Ouais. avec du coup cette famille d'agents IMO, etc. Et ça plaît, surtout quand les biens ils sont magnifiques, etc. Donc c'est Il y a du potentiellement, rêve un peu. c'est Ouais. potentiellement quelque chose qu'on ferait. On parlait d'un domaine, tu vois, de mariage, machin, ça donne du contenu incroyable, une rénovation à 1 million d'euros. Il y a de quoi documenter. C'est sûr. Donc j'aime beaucoup cette partie création de contenu autour de l'immobilier et faire de ça fait un bail, un véritable média. C'est probablement ce qui sera dans les prochains mois, on espère. Génial. Merci beaucoup, Jérémy, pour tout ce partage. C'était vraiment top, comme d'hab. Vraiment, toujours de passer derrière les micros. Parce que je t'écoute, parce que j'aime aussi l'immobilier. Donc, j'ai appris j'ai encore un peu plus connecté avec la manière dont tu produis et dont tu animes le podcast. Donc, merci beaucoup. Et ce que je comprends, c'est que tu as, grâce à ce podcast, échangé d'activité et pris beaucoup de plaisir à, à activer, on va dire, tous ces conseils, tous ces partages que tu enregistres, que tu découvres, et que c'est en train de te construire et du patrimoine et une crédibilité. Donc, c'est que le début. Oui, c'est que le début. Et souvent, tu vois, je suis assez, j'ai un peu du mal à y croire, me dire que, en fait, ouais, ça se passe bien. J'arrive à vivre, avoir un confort de vie acceptable, un bon confort de vie. Je vis à Paris, c'est cher, et pour autant, j'arrive à vivre du podcast. Tu vois, et ça fait pas très longtemps que je me dis, mais merde, j'arrive à vivre du podcast, tu vois. C'est bon. Donc je peux dire aux gens, quand ils me demandent ce que je fais, bah, je suis podcasteur. C'est ça. Avant, j'étais là, oui, je fais de l'immobilier et j'accompagne. Je suis surtout des marques, investisseur. Mais non, je Non. vis du podcast et il y a de plus en plus de personnes qui vivent du podcast. Ça reste quand même une petite partie de personnes en France. Et hyper heureux de voir le développement de ces nouveaux podcasteurs, de ces nouveaux shows. J'ai vu des grosses marques, des podcasts qui se lancent et avec une vraie ambition. Et ça fait vraiment plaisir de voir ça sur le marché. Dans le game. Exactement. Merci beaucoup et à très bientôt. Salut, à très vite.